majeur va être comment délimiter les frontières de chacune de ces régions. Parce que là, on va perdre beaucoup d'énergie. On le fait ici depuis 40 ans. Donc, voilà. Est-ce qu'il n'est pas le moment venu de laisser la parole à la salle? Je pensais qu'on allait... Si vous avez terminé vos... Oh, on en a encore 48 heures de discussion, mais je trouve un peu dommage qu'on ne laisse pas la parole à la salle. À l'heure des questions. J'ai quand même une question, excuse-moi, je vais quand même insister, excusez-moi, mais ça va vous intéresser, je suis sûr. Je fais le pari, vous me direz, râlez si vous trouvez que c'est un sujet enquiquinant. Tu as été à l'origine d'un truc formidable. Moi, j'en ai entendu parler et je l'ai relayé quand je l'ai vu passer, mais j'avais pas pris le temps, parce que c'est long, c'est un peu long, et que je suis débordé, mais de lire le rapport. Or, en venant dans l'avion, parce que je savais que j'allais te voir, j'ai commencé à lire le rapport du G1000. Attends, c'est super ce truc-là. Attends, le rapport, il est vachement bien fait. Putain, c'est sexy ce truc-là. Ça fait envie. On a envie de faire la même chose. C'est vachement bien. C'est vachement bien. Alors, je suis sûr que ça n'a pas changé grand-chose sur le droit positif. Ça n'a sûrement pas changé mais ce que je vois en te lisant, en vous lisant, le compte rendu, il faut que je publie ce truc-là, que je le publie intégralement. J'ai le droit de faire ça, non? J'imagine que. Et j'ai envie de faire la même chose, quoi. Hein. Et c'est en train de se préparer en France. Tu sais, il faudrait que tu nous aides. Oui, voilà, Patrice, le voilà. Donc, il faudrait vraiment que vous preniez vos coordonnées, si tu veux bien. Moi, ce que je vois là. Donc le G1000, vous êtes au courant, c'est pas la peine que je détaille ça, mais moi ce que je vois, l'intérêt immense, ça ressemble à mes ateliers constituants. C'est-à-dire que on donne le spectacle à des citoyens endormis. Notre problème, c'est l'apathie apparente. Comme de la braise, hein, parce qu'en fait, tu leur mets un référendum, tout le monde se réveille, hein, donc ils sont endormis parce qu'ils savent bien que pour l'instant, ils ne changent rien, mais dès qu'ils peuvent changer quelque chose, il devient un animal politique tout de suite, hein, il se met à discuter, ça devient... Et puis si tu lui fais confiance, il arrête de regarder la télé, il arrête de faire des vannes à la con ou de jouer à des jeux idiots, et puis il se met à faire de la politique, vraiment, non, c'est incroyable, tu lui fais confiance, il se transforme. Ok. Ce que je vois avec le G1000, c'est le spectacle de citoyens en train de sortir de chez eux et de s'occuper du bien commun, et qui, à mon avis, doit être ultra contagieux. Même si vous avez eu l'impression que il n'y a pas eu d'effet, je suis sûr que les gens qui ont vu ça, il y a un truc qui a démarré en eux en disant mais ça j'aurais bien aimé y être, quoi. Donc j'aimerais bien que tu me parles de ça, si tu veux bien un peu, surtout. Alors je vais rajouter un truc, je suis pas sûr que tu vas aimer. Les sujets que les gens ont choisis dans le G1000, ils sont vachement bien. C'est intéressant. Des sujets sur lesquels il y a des choix de société, c'est sécurité sociale, immigration et répartition de la richesse en temps de crise. De crise entre guillemets, parce que c'est un coup d'État, hein, bancaire. Enfin bon, je ne développe pas. Mais moi, j'aurais vu comme sujet majeur, et je l'ai pas vu dans les listes. Ça, c'est les 3 qu'ils ont choisis principaux, mais il y en avait 25, voilà, il y avait un grand nombre de sujets, et dans les 25 sujets, je n'ai pas trouvé la délégation de souveraineté, l'abandon de la souveraineté, le sabordage de la souveraineté, la mort de la démocratie qui vient avec l'Union européenne. Alors, parce qu'on ne nous a jamais interrogés là-dessus, nous, on nous a interrogés, et quand on a dit non, on n'en veut pas, on nous l'a imposé quand même par voie parlementaire. Vous, on ne vous a pas interrogé. Ça m'étonne que les citoyens n'aient pas pris le sujet. Est-ce que tu imagines, est-ce que ça te paraît jouable? Alors c'est peut-être un problème avec les sponsors, peut-être que ça va être difficile de trouver des médias, parce que en France, en tout cas, je ne sais pas en Belgique, mais en France, si tu es hostile à l'Union européenne parce que tu y vois une catastrophe antidémocratique et anti-économique, antisociale, tu passes pas à la télé, c'est fini. Tu es devenu un fasciste. Peut-être que le G1000, qui a besoin de médiatisation pour exister, pour avoir ses vertus pédagogiques, peut-être que vous avez fait ce pari-là pour justement, je ne sais pas si c'est volontaire ou pas, ou bien peut-être que les citoyens belges sont tellement imprégnés de la positivité de l'Europe, de la merveille, du progrès démocratique que représente l'Europe, ils sont peut-être tellement imprégnés ça leur est pas venu à l'idée de dire, mais nous on aimerait bien discuter de ces fichus, vous savez, j'ai pas dit gros mots, de ces fichus transferts de souveraineté, d'abandon. Et alors voilà, ça fait 2 questions. Oui.
Oui, pour revenir à l'ordre du jour de G1000, effectivement, c'était pas les organisateurs qui l'ont imposé, c'est les citoyens qui les ont choisis à travers un processus participatif en ligne. Moi aussi, j'étais déçu de voir que le thème de la démocratie, à l'échelle belge, européenne, n'était pas abordé. Et donc, un professeur comme Philippe Van Parijs, qui avait participé en tant qu'expert au G1000, disait peut-être qu'il y a des thèmes qui sont fort importants, mais qui ne sont pas encore à l'ordre du jour populaire. Voilà. Et je peux bien aller, quand je vois il y a 2 ans et demi, presque 3 ans que nous avons lancé le manifeste de G1000, je constate par exemple que la démocratie en tant que telle est devenu beaucoup plus un thème important qu'il y a 3 ans. Je ne sais pas, quand constituante.be, ça a commencé quand, par exemple ? 2011, voilà. Donc voilà, il y a une prise de conscience tout à fait récente, et je suis assez sûr, si on sondait aujourd'hui les citoyens, ce serait différent. Pour revenir au G1000 même, donc c'était ce gros sommet citoyen avec 1000 personnes tirées au sort, dont 704 sont effectivement venues le 11 novembre 2011 à Tour et Taxi ici. L'impact au niveau des résultats auprès des politiques a été nul. Et c'est pas notre faute. Mais c'est effectivement, oui. En même temps, l'impact au niveau de la procédure et d'avoir montré que les citoyens veulent et peuvent contribuer de façon constructive à penser leur société, alors là, je pense qu'on est plus loin qu'on avait pensé. Si on voit maintenant que 10 des 12 partis politiques belges parlent de la démocratie participative dans leur programme et dans leur discours, c'est aussi grâce à un certain nombre d'actions, comme Constituant.be, comme le G1000, comme de Wakker Burger. Donc voilà, il y a toute une série d'organismes en Belgique qui ont tapé sur ce clou-là pour le mettre à l'ordre du jour. Et je pense que là, vraiment, le vrai défi est là. Juste un mot. Si tu le refaisais aujourd'hui, parce qu'on va essayer de le refaire nous, qu'est-ce que tu ferais différemment ? Parce que là, je lis le rapport, on va s'en inspirer évidemment, mais toute une série de choses, je pense. Voilà, ce sont des sagesses qu'on apprend voilà. Quand on goûte le vin et vous avalez tout, et ce n'est qu'après qu'on dit vous étiez censé le cracher. Donc voilà, c'est toujours trop tard. Mais c'est pas grave. Voilà. En fait, c'est très intéressant. On vient d'avoir un G1000 aux Pays-Bas, à Amersfoort. Il y a 3 semaines, après le communal, Amersfoort a organisé un G1000 urbain, local. Et là, par exemple, ils travaillaient comme chez nous à G1000 avec des tables rondes avec 10 participants. Chez nous, c'était 10 participants tirés au sort. Chez eux, c'était 10 participants et 4 autres, dont un politique et un fonctionnaire. Aussi un artiste et un entrepreneur. Ces 2 catégories derrière, je trouvais un peu problématiques. Moi qui suis artiste, pourtant, je ne vois pas. Moi, j'aurais mis effectivement un politique, un fonctionnaire et peut-être un journaliste. Parce que de nos jours, on voit ceux qui contrôlent l'ordre du jour, ce sont les partis politiques et les médias commerciaux. Et ceux qui sont contre la démocratie participative, très souvent, sont les partis politiques et les journalistes. Et donc, si nous, défenseurs de la démocratie participative, si on dit à nos élus il faut impliquer les citoyens dès le début et pas à la fin, parce que là ils vont dire non et passer au Conseil d'État et tout ça, si on dit qu'il faut impliquer les citoyens dès le début, je pense que nous, activistes démocratiques, nous devons aussi impliquer les responsables dès le début. Et donc là, pour moi, ça aurait été un vrai changement. Je pense à chaque table, j'aurais fait à ce qu'il y a un parlementaire ou voilà, quelqu'un d'un parti politique, et certainement aussi... Parce que là, au G1000 Amersfoort, j'étais là en tant que visiteur, et je peux vous dire, mais qu'est-ce que c'est ennuyeux de visiter un sommet citoyen. Et je comprends, c'est formidable quand on l'organise et c'est formidable quand on est tiré au sort, quand vous êtes dans l'action même, mais quand vous êtes en dehors, vous voyez des gens qui se parlent tranquillement, avec beaucoup de respect. Mais non, pardon, mais je m'exagère, c'était de l'ironie. L'autodérision est quelque chose de très belge. Et donc, mais il faut... Pour les journalistes, chez nous, au G1000, les journalistes ne pouvaient pas s'approcher des tables. Donc ils pouvaient un peu circuler, mais on disait laissez la parole aux citoyens. Voilà, garder une certaine discrétion. Et je comprends, pour beaucoup de journalistes, ils ont trouvé ça, ils n'ont pas bien compris l'enjeu. Et je pense les impliquer dès le début,
leur injecte l'énergie, parce que c'est une énergie folle qu'on trouve dans les ateliers constituantes, dans les sommets citoyens, dans les panels citoyens. Ben, c'est formidable, c'est l'énergie que je ressens ici dans cette salle aussi. Mais quand on est forcé de rester à l'extérieur, comme les citoyens le sont maintenant dans le processus décisionnel. Donc voilà, ça pour moi ce serait vraiment la grande... Et au Amersfoort, le type qui l'a fait, il avait beaucoup copié du G1000 belge, mais il avait aussi amélioré, et donc je trouve que c'est très fort. On est en pleine phase expérimentale et tout le monde apprend. Donc deuxième chose qu'il avait fait, d'abord mélanger les tables, deuxièmement, faire à ce qu'à la fin de la journée... Donc mélanger les tables, donc des citoyens tirés au sort avec des politiques, avec des journalistes, ça pour moi serait une conclusion. Donc moi je ne mettrais pas des entrepreneurs, je ne sais pas pourquoi un entrepreneur a plus de choses à dire qu'un ouvrier, voilà, je vois pas la différence. Et un artiste, je suis artiste, mais je ne pense pas que nous avons une place privilégiée dans la société, nous sommes des citoyens comme les autres. Mais donc moi je mettrais des journalistes et des politiques en table. Et ce qui était très fort à Amersfoort, c'est que à la fin de la journée, il y avait un certain thème choisi, débattu, voté par les participants. Ils ont tout de suite formé des groupes de bénévoles. Donc en fait, c'était sur des écrans télévisés qu'ils avaient mettre dans un cercle 7 priorités de la ville d'Amersfoort. Et donc tout de suite, ils ont demandé qui sont les gens ici qui veulent s'impliquer pendant les 3 années à venir autour de ce thème-là. Donc il y avait des politiques, des fonctions. Ils se sont engagés. Ils ont mis leur badge, donc ils avaient chacun un badge, parfois c'est vraiment dans le matériel qu'on utilise aussi. Ils avaient chacun un badge et un responsable de l'organisation était là avec un carton et tout le monde mettait son badge dans le carton. Et le lendemain du G1000 hollandais, tous les participants ont reçu un mail qui disait voilà les thèmes que nous avons votés, voilà les responsables. Si vous avez encore envie de vous rajouter, très bien. On fait une réunion de suivi dans 3 semaines et puis et puis c'est lancé. Donc ils ont fait quelque chose que nous on n'avait pas fait, c'est déjà organiser leur suivi le jour même. Et c'était vraiment très malin. Et j'ai vu hier, je viens de rentrer d'Amsterdam ce matin, et j'ai vu hier l'organisateur de G1000 de Amersfoort. C'est un type, un citoyen comme toi et moi. Il disait j'ai envie de continuer maintenant d'en faire 10 à travers la Hollande. Et hier dans le débat, il y avait aussi le ministre de l'Intérieur. Il est tout de suite allé parler au ministre de l'Intérieur pour demander des sous. Et lui, c'est quand même formidable. Les choses sont en train de se faire. Voilà. On peut répondre à celle-là parce qu'elle est compliquée quand même. Gouvernance interdisciplinaire, intégrée, éducation interdisciplinaire, intégrée, donc constitution mondiale et pas locale. Est-ce que vous êtes sûr que si vous prenez le problème par le haut, c'est-à-dire en commençant par la constitution mondiale, vous êtes sûr que vous n'allez pas... Alors peut-être qu'il n'y aura pas de division, c'est vrai que chez Pinochet il n'y avait pas de division, hein. C'était simple et c'était stable. Donc c'est vrai qu'on va avoir des qualités dans le sens que vous souhaitez, c'est-à-dire de la cohérence, il n'y aura pas de contradiction, mais moi, je vais vous rendre la parole, parce que vous allez préciser votre pensée, mais moi ce qui me terrifie aussitôt, c'est le gouvernement des experts. Où sont les contre-pouvoirs et c'est eux-mêmes qui vont écrire leurs propres contre-pouvoirs. Voilà, donc il faut que ce soit bien. Il faut bien que ce soit nous qui écrivons les. On est donc au niveau mondial. On établit des règles de prise de décision, d'exercice du pouvoir, désignation des acteurs politiques, contrôle des acteurs politiques, punition des acteurs défaillants. Qui écrit ces règles ? Justement, tout ceci est en rapport avec je suis désolé, c'est de nouveau en anglais, c'est le New Capacity Building Program. C'est, comment dirais-je, dans ce programme où il y a actuellement 130 pays qui participent, chaque pays est en train de travailler sur la création ou la constitution d'un profil national sociétal de bien-être et de qualité de vie. Je simplifie énormément, bien entendu. Il y aura
un sommet consacré au bien-être et la qualité de vie sociétale, nationale. Durant ce sommet mondial, chaque pays sera invité à présenter son propre profil national sociétal de bien-être et de qualité de vie. Durant ce sommet, on verra comment ces profils peuvent s'articuler ensemble, quels sont les chaînons manquants, quel est le dénominateur commun. Et ce faisant, on aboutit progressivement à la création d'une plateforme de nouvelle gouvernance où le référentiel international n'est pas le business, n'est pas les finances, mais la priorité du troisième millénaire, à savoir le bien-être et la qualité de vie du citoyen dans une société mondiale. C'est super. Je prends plus de notes parce que j'arrive pas à suivre, mais c'est attrayant. Mais j'ai juste des questions. Qui, par exemple, pour la Belgique, qui vous représente ? Et comment le surveillez-vous dans ces négociations ? Parce que vous savez que pour le traité transatlantique, là, ils sont en secret, on n'arrive pas à savoir ce qu'ils font, et quand on arrive à le découvrir, c'est épouvantable. En l'occurrence, là, est-ce que les Belges sont tenus au courant du profil sociétal de bonheur là qu'on est en train de dessiner pour eux ? C'est-à-dire que qui est le négociateur pour votre pays ? On est en train de traduire le programme en entier. Il y en a pour une kyrielle de pages. Dès que c'est fait, je vous les envoie. Super. Il y a un lien, il y a un nom qu'il faut chercher sur Internet pour trouver de l'info là-dessus ? New Capacity Building Program. En fait, Étienne vient de parler de la notion des contre-pouvoirs. C'est un mot-clé. Quand il y a abus de pouvoir, quand il y a migration de pouvoir, quand le pouvoir va ailleurs, dans des sphères hors contrôle, stratographiques même, je pense que ce qu'il faut, c'est du contre-pouvoir. Et déjà, des réunions comme ce soir, c'est une forme de contre-pouvoir. Ce sont des gens qui se ressemblent, qui se rassemblent, qui nouent des liens. Ce n'est rien que ça. Comment est-ce que la démocratie a commencé ? C'était des citoyens. Comment est-ce que l'espace public a été créé là où les sujets devenaient citoyens et se rassemblaient pour exprimer leurs avis, leurs dégoûts, leurs protestations, leurs contestations. Je pense que tout ce genre de formes de mobilisation sont essentielles à montrer que le pouvoir n'est pas unique, n'est pas seul et qu'il y a des contre-voix. J'ai deux pistes d'action concrètes dans l'état de ma réflexion sur le sujet. D'abord, ça part de l'idée que si on veut une démocratie, si on veut une constitution, il faudra qu'on l'écrive nous-mêmes. C'est pas nos maîtres qui écriront c'est pas nos maîtres qui nous émanciperont. Voilà, ça, je pense que ça se passera pas comme ça. En quoi je me trompe peut-être, hein, c'est peut-être toi qui, avec ton optimisme, a raison. Hein, moi, il me semble qu'il faut qu'on écrive nous-mêmes les règles, il faut qu'on écrive nous-mêmes la constitution qui nous manque. Alors, concrètement, comment on fait ? Parce qu'évidemment, si nous écrivons aujourd'hui une constitution, elle vaut rien. Enfin, nous n'écrivons pas la constitution. On s'entraîne, on devient constituant. Mais c'est pas le texte qu'on écrit qui compte. C'est ce que nous devenons à l'intérieur de nous-mêmes, parce qu'on est en train de s'entraîner. On est en train de donner de l'épaisseur, de la réalité à une transformation. Nous refusons d'être que des électeurs et nous sommes en train de vouloir devenir des citoyens. Donc la première piste que je vous suggère, c'est de vous y coller avec un crayon et un papier et des copains. 2 ou 3, ça suffit pour faire un atelier constituant. Hein. Occupez-vous d'écrire vous-même le contrat social qui vous manque. Tous les jours. Pas tous les mois. Si vous faites ça tous les mois, vous êtes... Excusez-moi, je vous le dis affectueusement, mais vous êtes paresseux. C'est-à-dire il va falloir travailler un petit peu plus que ça si vous voulez que ça bouge, parce qu'il va falloir non seulement que vous écriviez, que vous découvriez que... Mais purée, écrire le référendum législatif populaire, mais c'est aussi simple que ça. Non, mais attends, mais je vais continuer. Et en fait, vous allez découvrir en forgeant que c'est pas si compliqué d'être forgeron dans cette matière-là. Parce que c'est vrai que la Constitution, c'est simple. Pas toutes les constitutions. Les anti-constitutions, comme l'anti-constitution européenne, c'est très compliqué à écrire un truc qui ressemble
à une constitution démocratique et qui en fait est une anti-constitution antidémocratique. C'est compliqué, c'est un art d'escroc, il faut du travail, mais nous, c'est pas ça qu'on veut écrire. On veut écrire une vraie constitution, donc avec des vrais pouvoirs et des contre-pouvoirs, avec une initiative citoyenne, et ça, c'est très simple à écrire. Donc, première piste, arrêtez de regarder la télé, de jouer à des jeux idiots, arrêtez de parler de couillonnade dont on parle à la télé, de faire le relais de ce qu'ils disent à la télé qui n'a aucun intérêt, et par contre, s'occuper de la racine de notre impuissance, c'est-à-dire du texte où n'est pas écrit notre puissance, parce que nous avons renoncé à écrire nous-mêmes notre puissance. Donc, s'entraîner à écrire nous-mêmes notre puissance, faire des ateliers constituants, et pas des grandes assemblées comme ça. Ça, c'est compliqué à organiser. Hein. C'est un boulot, et puis on va le faire une fois, on ne va pas le faire tous les jours. Non, des trucs tout simples avec les voisins, les amis, nos parents, nos enfants, les amis de nos enfants. On fait venir un voisin, on l'invite, viens, on va écrire un article. Tu es con, toi, j'en ai rien à foutre. Si, tu vas voir, essaye une fois. Et puis, c'est contagieux, quoi. Arriver à être contagieux. Bon. Première piste, excuse-moi, je suis long. Deuxième piste. Ah oui, c'est concrètement. Oui, concrètement, c'est ce dont je parlais tout à l'heure aux copains qui ont organisé le truc. On vient d'avoir l'idée il y a 3-4 mois et on n'a pas été prêt pour les municipales. Donc il y en a un ou deux groupes qui ont réussi à le faire, mais in extremis, mais il faut qu'on le fasse pour les prochaines municipales. Je vous explique le truc. L'idée, c'est d'organiser nous-mêmes la démocratie qui nous manque au niveau local. Comment ? Le truc, c'est de trouver des humains assez particuliers. Il faut en trouver une trentaine pour faire une liste. Des humains qui sont prêts à se donner du mal, à passer du temps dans ces fichues assemblées, ces fichus conseils municipaux, sans exercer le pouvoir. Des humains qui sont prêts et qui sont fiables, qui sont honnêtes, quoi, hein, qui sont vraiment des gens qui veulent pas le pouvoir, quoi. Ils veulent bien se dévouer pour le truc, mais ils veulent pas le pouvoir. C'est pas des voleurs de pouvoir. Faut trouver des gens qui sont pas des voleurs de pouvoir et qui s'engagent, qui jurent qu'ils ne prendront aucune décision. C'est-à-dire que leur programme politique, vous savez, sur le tract qu'on reçoit quand il y a des élections, leur programme, c'est on verra. C'est vous déciderez. Donc il n'y a pas, il y a pas de choix sur tel et tel sujet. C'est le programme, c'est on jure qu'on prendra pas de décision sans vous. C'est même pas sans vous. C'est vous qui allez les prendre. Ce qu'on accepte de faire, c'est tous les sujets qui vous enquiquinent. Tout le commun des décisions qui enquiquinent tout le monde, ça on va le faire comme tout le monde. Ça, ils le font déjà, hein, ça c'est vrai qu'ils le font. Hein. Les élus locaux, ils se tartinent un boulot qui est quand même assez rébarbatif. Hein. Et ce boulot-là, si ça vous embête, on le fera, d'accord. Mais sur tous les sujets sur lesquels vous avez... alors on peut donner des exemples dans la profession de foi. On peut dire, par exemple, sur l'école, les programmes à l'école, sur la construction des crèches, sur les routes, sur les sujets sur les impôts, sur les sujets qui comptent, nous, ce qu'on va faire, si on est majoritaire, si on n'est pas majoritaire, on fera rien, mais si on est majoritaire, ça veut dire qu'il y a une population qui veut ça. On vous réunit dans le stade, parce qu'on n'a que ça pour l'instant, mais on fera construire un théâtre, quoi, à la grecque, où on fera venir tout le monde, y compris ceux qui n'ont pas voté pour nous, bien sûr, hein, c'est les villageois, hein, les gens du quartier. On les fait venir, et vous déciderez vous-même dans le respect des lois de la République, parce qu'on peut quand même pas faire sécession, quoi, hein, ça on va pas avoir le droit. Mais on peut déjà faire, à mon avis, beaucoup de choses nous-mêmes, et tout ce qu'on pourra faire, tout ce que vous pourrez faire vous-même, on vous promet qu'on le fera. Est-ce que vous voteriez, vous, pour quelqu'un, enfin, une liste qui... et donc, il n'y aurait pas de maire. Enfin, le maire, c'est comme à Saillant, là, vous avez vu, dans la commune qui vient de gagner les élections en étant très, très, très mobilisé, et où ils n'avaient pas de chef. Et donc, le maire, ils l'ont désigné, le gars, il voulait pas. Enfin, bon, il s'est dévoué, mais enfin, c'est pas le chef, quoi. Hein, il va pas tout décider. C'est très collectif, leur truc. Et donc, ça pourrait être comme ça. Est-ce que vous voteriez pour un truc comme ça ? En tout cas, on verra. L'idée, c'est... Et ça, c'est une deuxième piste. Donc, essayez de trouver des copains qui ne sont pas des voleurs de pouvoir, mais qui sont dévoués quand même, qui voudraient faire quelque chose pour que la démocratie advienne.
On fait une équipe et puis on réfléchit à les modalités. Comment on a 5 ans parce que les prochaines élections c'est dans 5 ans, mais ça va passer à toute vitesse parce que si en même temps on fait les ateliers constituants, si vous voulez, quelques jours de la semaine vous faites des ateliers constituants et puis d'autres jours vous préparez la liste et ce qu'on va faire et comment on va faire, où est-ce qu'on va mettre le stade. Enfin vous préparez pas ce qu'on va décider, mais comment on va faire pour que les gens puissent le décider. Comment on va faire le site internet qui permet de garder le contact permanent avec, etc. Bon, voilà, je ne veux pas trop parler, mais voilà 2 pistes, 2 choses qu'on peut faire aujourd'hui. C'est pas la révolution tout de suite, mais je sais qu'il y a plein de gens qui réclament, mais qu'est-ce qu'on fait? Il faudrait changer les choses. Déjà, si vous apprenez à être constituant, vous préparez un futur inédit dans l'histoire des hommes, je crois, parce que je crois qu'on n'a jamais fait ça encore pour l'instant. Je pense si Bernard Manin ne parle pas effectivement de l'implication aujourd'hui, de l'implémentation aujourd'hui, c'est que ce livre est avant tout historique et philosophique. Donc il parle du passé, du présent, pas forcément du futur. Mais effectivement, cette question, est-ce que les gens sont bien capables de s'occuper de l'affaire publique? Ils ne le sont pas. Arrêtons cette histoire du tirage au sort. Je trouve que cet argumentaire est exactement identique aux arguments autour de 1850, quand on disait « Oh, il faut surtout pas donner le droit de vote aux paysans ou aux ouvriers, ils sont pas capables », ou 100 ans plus tard, ici en Belgique, « Oh, il faut surtout pas donner le droit de vote aux femmes parce qu'elles sont pas capables, ça sera la fin de la démocratie et tout ça ». Donc on voit que à chaque instance qu'on renouvelle la démocratie, les mêmes prudences, les mêmes discours émergent. Et donc, je pense que c'est assez relatif. Et effectivement, quand on regarde les expériences qui existent, ça donne vraiment à espérer. Merci pour ces 2 questions. Je vais être très bref. N'est-ce pas naïf? Je vais répondre avec les paroles d'un activiste démocratique congolais que j'ai rencontré il y a 15 jours. Il est à Bruxelles. Il disait « Monsieur David, nous essayons d'être naïfs ». Je trouve que c'était magnifique. Et puis, parce que finalement, le rêve démocratique a été aussi naïf dès le début. Donc voilà. Et donc, est-ce que tout le monde est capable de servir des fonctions quand il est tiré au sort? C'est un peu la même question par rapport au jury d'assises. Là aussi, la loi stipule quels sont les critères auxquels on doit répondre pour pouvoir être tiré au sort. Et ce sont des critères assez minimums. Il faut savoir lire et écrire. Je dirais, pour un budget participatif, il faut aussi un peu savoir calculer. Mais je dirais, gardons ça aussi ouverte que possible. Je peux faire un truc juste très simple, très court. Enfin, je vais essayer. La complexité du droit aujourd'hui n'est pas une fatalité. L'inflation juridique crée une insécurité juridique. L'inflation législative crée pour nous tous une insécurité juridique. Plus personne, même un juge, même un professionnel, n'est capable de maîtriser correctement le droit. À mon avis, ça vient de la professionnalisation de tous les métiers du droit. La professionnalisation des parlementaires, la professionnalisation des juges, la professionnalisation de tous les métiers du droit, des avocats, des notaires, des huissiers. Le fait que tous ces gens-là soient des professionnels leur permet de maîtriser la complexité parce que c'est leur quotidien, ils ne font que ça. Et du même coup, ils poussent donc les créateurs, les interprètes, les utilisateurs, poussent à cette complexité, sans même y prendre, c'est pas un projet mauvais, méchant, hein. C'est parce que c'est pas bien pensé à mon avis. Enfin, c'est paraît présomptueux de dire ça, mais nous pourrions penser parce que nous voulons une simplification du droit, parce qu'on sent bien qu'on n'a pas besoin de cette complexité, nous pourrions, en déprofessionnalisant les métiers du droit. Alors les professionnels du droit vont me haïr quand je dis ça, mais enfin ils doivent être capables de comprendre, enfin ils vont peut-être trouver... Enfin bon... Enfin, il me semble que si on prend du recul et qu'on regarde l'intérêt général, en déprofessionnalisant les parlementaires,
on va rendre plus compliqué pour eux la compréhension du droit et ça va les pousser à simplifier les lois. Pareil pour les juges, pareil pour les avocats. Donc je pense pas que ce soit et sur la complexité du monde, l'interaction, la mondialisation, qui fait que nous ne pouvons plus prendre de décisions nationales parce que nous dépendons d'un univers complexe. Ça non plus, ça me paraît pas du tout une fatalité. Ce sont des décisions politiques qui ont complexifié toute cette affaire et augmenter, comme je disais tout à l'heure, l'échelle de prise de décision politique, ce qui la met hors de portée de nos volontés. Mais ce qu'on a fait, on peut aussi le défaire. Hein. Il n'y a pas un traité au monde qui n'a pas été déchiré et bafoué. Donc, c'est pas. Enfin, je suis très inquiet avec les traités qui se font signer, mais si nous reprenons le pouvoir en écrivant nous-mêmes la Constitution, on déchirera les traités comme ils ont tous été déchirés avant. Je vais une fois de plus être bref. C'est vrai que l'initiative référendaire populaire peut être un vrai atout pour améliorer le système démocratique, comme ça existe en Suisse notamment. En même temps, je vois aussi des limites d'un système référendaire. Allez, quand on regarde, avec les élections, on colore une bulle. Dans un référendum, on dit déjà oui ou non. Bon, j'ai l'impression qu'on peut encore aller plus loin et qu'on peut effectivement inviter des gens à se prononcer de façon beaucoup plus substantielle. Et donc, pour moi, le tirage au sort et la soi-disant démocratie délibérative me semble plus riche comme participation citoyenne que de demander aux gens de dire oui ou non. Voilà. Oui, oui. Et comme je disais, tu te souviens sur France Inter, quand le gars qui a écrit un bouquin sur la Suisse, qui est très intéressant d'ailleurs, et qui prenait le tirage au sort un peu de haut, parce qu'il disait, mais pourquoi vous pensez de tirage au sort? Nous, on a le référendum d'initiative populaire. Je vais vous parler d'un truc qui existe et qui va rendre inutiles vos discussions oiseuses sur le tirage au sort. Je lui rappelais que le RIC, le référendum d'initiative populaire, d'abord est complètement corrélé au gouvernement représentatif. C'est parce que nous avons des élections et des représentants que nous voulons garder la main par le référendum d'initiative populaire. Si nous écrivions nous-mêmes les lois, nous n'aurions pas besoin de référendum. Première chose. Deuxième chose, les Suisses ont le référendum d'initiative populaire, mais ils sont en train de le perdre. En tout cas, ils sont sur une pente, un trend descendant sur le plan démocratique. Les Suisses, avant, il n'y a pas très longtemps, votaient eux-mêmes leurs lois. Les cantons n'avaient pas de conseils municipaux et ils votaient eux-mêmes leurs lois à main levée. Et en fait, les élus, les voleurs de pouvoir, ont mis en place un système d'élection, ce qui les a révoltés parce qu'ils voulaient voter leurs lois et on leur a donné le référendum d'initiative populaire comme moyen d'accepter, comme pis-aller, comme moyen de se défendre contre les mauvaises actions de leurs élus. Et donc, le référendum d'initiative populaire leur a été donné pour accepter une diminution du niveau démocratique de leur société. Et donc, et là maintenant, il y a l'Union européenne qui leur fait de l'œil et ils sont, alors il faut qu'ils se battent, hein, ils se battent, hein, parce qu'ils y tiennent à leur référendum d'initiative populaire, mais c'est en danger. Je veux dire, les élus, les représentants veulent diminuer ce référendum. Et puis troisièmement, pour nous qui ne l'avons pas, le référendum d'initiative populaire, parce que nous on est aussi sur un trend descendant, mais en partant de plus bas. Si on essaye de comprendre, parce qu'il nous disait, vous n'avez qu'à instituer le référendum d'initiative populaire. Le gars, il nous disait, faites comme en Suisse, quoi. Hein. Je dis, attendez, vous êtes gentil, mais qui va écrire le référendum d'initiative populaire? Le problème, c'est que, on est d'accord sur le fait qu'il le faut, on est d'accord sur les mandats courts non renouvelables, etc., sur toutes sortes d'institutions. Le problème, on a un problème central, notre cause commune, c'est que jamais les élus n'écriront la démocratie. Les élus ça peut être des gens très gentils, hein, ça peut être des gens adorables, mais par construction, parce qu'ils ont décidé de faire ce métier-là, ils ont un conflit d'intérêts qui fait qu'ils ne veulent pas la démocratie. Donc ils n'écriront pas le référendum. Et donc je disais à cette personne, ok pour le référendum d'initiative populaire, mais on l'aura jamais si on l'écrit pas nous-mêmes. Une autre possibilité serait, s'il y a 15% d'abstention, que de laisser vide 15% des sièges au Parlement et de les remplir avec des gens tirés au sort. Ce serait une belle idée. Mais en Irlande, par exemple, il y avait
un tiers de politique pour 2 tiers de citoyens tirés au sort. Et je pense que cette proportion est importante. Si dans l'hémicycle du Parlement belge, il y aura peut-être 15 ou une vingtaine de citoyens tirés au sort, ils vont être complètement bouffés par la rhétorique des professionnels. Donc là, il y a quelque chose qui cloche avec la proportionnalité. Ça me paraît tout à fait jouable. Je vais commencer par le positif et finir par le négatif. Ça me paraît tout à fait jouable si nous écrivons nous-mêmes les règles du contrôle de ces gens-là. Je pense même qu'une aristocratie vraie, instituée par nous, avec des désignations par concours, des désignations par élection, des désignations par tirage au sort, suivant les cas, nous allons doser nous-mêmes les règles de désignation, de contrôle et de punition de ces gens-là. Si nous écrivons les règles, la Constitution, et que nous gardons le contrôle, nous les 99%, que nous gardons même les 100%, que nous gardons le contrôle du Conseil constitutionnel, qui devient, en faisant bien attention pour qu'il ne devienne pas une caste qui défend ses propres intérêts, donc c'est probablement par tirage au sort lui aussi, à mon avis, une aristocratie donnera de meilleurs résultats dans la gestion de la société qu'une démocratie. Mais je vois déjà l'objection, mais il la fera lui-même peut-être, mais je vois déjà l'objection de David, parce que je la partage, c'est que c'est infantilisant encore. C'est-à-dire que ça nous maintient, nous les citoyens, les autres, ceux qui ne sont pas les meilleurs, dans un état d'enfant réduit au contrôle des meilleurs, réduit au contrôle de leurs parents. Il y a quelque chose d'émancipant dans le jury tiré au sort. Il y a quelque chose qui nous grandit, qui nous monte tous, qui fait monter le niveau comme une école de la démocratie. J'ai envie de vous lire un passage de Tocqueville, très court, mais qui est remarquable. Je ne sais pas si tu l'as mis dans ton bouquin. Tu as pas mis de Tocqueville, hein, je crois, un petit peu, mais pas sur le tirage au sort. Je vous lirai tout à l'heure. En disant qu'il grandit. Oui, c'est vrai qu'il il est en souple. Je l'ai vu, je l'ai noté. Tu vas voir, il est marqué. Oui. Donc le côté apprentissage qui fait monter le niveau de tout le monde est quand même drôlement appétissant. On se dit, c'est dommage de revenir encore au gouvernement des experts. C'est vraiment extra, ça. Hein. Donc pour Tocqueville, qui n'était pas du tout un démocrate, mais qui était un honnête homme, qui faisait attention à ne pas montrer ce qu'il pensait. J'ai la correspondance de Tocqueville avec son frère au moment où il écrivait ce bouquin formidable qui est La démocratie en Amérique. Et il envoyait les chapitres à son frère, et son frère, dans une de ses lettres, lui renvoie le chapitre en disant « J'ai vu ce que tu pensais là, et on avait dit qu'on ne verrait pas ce que tu penses, donc il faut que tu le réécrives. » Et en fait, ce qui fait la force de Tocqueville, c'est que... Hein ? Lis-le, ouais. Oui. Le jury, c'est un défaut français, ça. Le jury, et surtout le jury civil, sert à donner à l'esprit de tous les citoyens une partie des habitudes de l'esprit du juge. Et ces habitudes sont précisément celles qui préparent le mieux à être libres. En forçant les hommes à s'occuper d'autre chose que de leurs propres affaires, le jury combat l'égoïsme individuel, qui est comme la rouille des sociétés. Le jury sert, c'est Tocqueville qui parle, hein, c'est entre guillemets, c'est citation. Le jury sert incroyablement à former le jugement et à augmenter les lumières naturelles du peuple. C'est là, à mon avis, son plus grand avantage. On doit le considérer comme une école gratuite et toujours ouverte, où chaque juré vient s'instruire de ses droits, où il entre en communication journalière avec les membres les plus instruits, les plus éclairés des classes élevées, où les lois lui sont enseignées d'une manière pratique et sont mises à la portée de son intelligence par les efforts des avocats, les avis du juge et les passions même des parties. On peut discuter de certains aspects des phrases qui sont... Mais c'est, je trouve, remarquable. Je trouve que c'est effectivement l'aspect le plus sexy, le plus attrayant, le plus formidable du tirage au sort, c'est qu'il nous donne une chance de participer à cette espèce d'école qui est le moment où nous sortons de nos affaires individuelles et nous commençons à nous occuper du bien commun ensemble. Et si on a un gouvernement d'experts, on perd complètement cet aspect-là. Donc, de toute façon, il faudra discuter ensemble. C'est l'Assemblée constituante qui va décider ça. Et la suivante qui décidera de changer ou pas.
Tout à fait. Je connais la situation flamande mieux qu'ailleurs en Belgique, mais je sais sur les 300 communes flamandes, il y a une septantaine qui travaillent déjà avec des processus participatifs. Il y a plusieurs échevins à la participation. Et pourtant, même avec une démocratie où le tirage au sort aurait de nouveau une fonction, il y a toujours des actes, des textes principaux de l'humanité qui resteront en garde, notamment la Déclaration universelle des droits de l'homme et tout ça. Donc, il ne faut pas avoir peur forcément de cela. Je réponds brièvement. Est-ce que tu veux répondre, Étienne? Brièvement. Brièvement, il faut lire le livre de Saint-Omer, petite histoire de l'expérimentation démocratique, qui va vous expliquer, qui nous décrit les expériences réelles d'assemblées tirées au sort dans le monde. Il y en a plein, et elle ne donne pas le spectacle de la cruauté dont vous avez peur. Non seulement c'est rassurant, mais c'est enthousiasmant. C'est-à-dire que les humains, quand on les tire au sort et qu'on leur donne des missions importantes d'écriture, donne le spectacle d'une maturité, d'une réflexion et d'un niveau qui monte, qui vous rassurerait, qui va vous rassurer. Je vous regretterai pas, je vous rembourse si vous êtes déçu par le bouquin. L'éthique sépare l'élection. En trompant nos volontés, il nous amène à voter nous-mêmes pour des gens qui ne servent pas nos intérêts. Donc, le tirage au sort, par construction, en désynchronisant nos volontés de la désignation des acteurs, empêche pas seulement les voleurs de pouvoir, toutes les sociétés secrètes, tous ces gens-là vont continuer à essayer d'intriguer, mais ils vont plus pouvoir accéder aux politiques parce que le tirage au sort est comme un antidote contre le vol du pouvoir. Et il va même vous protéger contre des sociétés secrètes auxquelles vous ne pensez pas encore parce que c'est astucieux de retirer les prises. Moi, cette semaine, je me suis fait la réflexion que le tirage au sort, c'est en fait le lobby des citoyens. Allez, il y a 20 000 lobbyistes dans cette ville et tout le monde considère ça très normal qu'ils influencent le pouvoir européen pour gérer nos affaires. Et il n'y a pas un lobby citoyen. Et je trouve que le tirage au sort, c'est vraiment le lobby des citoyens. Un mot rapide qui me vient de l'expérience des ateliers constituants, parce qu'on en parle de ça dans les communes. Dans les ateliers constituants, on essaye de trouver donc quelles règles, quels sont les domaines dans lesquels on veut, au niveau local, écrire nous-mêmes nos lois. Et donc c'est la subsidiarité. Quels sont les domaines et nous décidons nous-mêmes des sujets que nous voulons traiter. Et on se demande justement. Alors il y en a qui disent mais comment on va faire? On va pas avoir les mêmes règles sur l'école avec la commune voisine et on va tous avoir des règles différentes sur l'école. Et en général, nous réglons le problème en disant et alors, qu'est-ce que ça peut faire quoi? Entre la France et l'Allemagne, il n'y a pas les mêmes règles sur l'école, et puis ça va bien, on cohabite. Et pourquoi ce ne serait pas exactement la même chose, la même facilité? Les humains sont pas fous, hein, ils vont apprendre à lire, à écrire, à compter aux enfants, hein, ça de toute façon. Et les différences qu'il va y avoir, c'est sur des pouillèmes. Est-ce qu'on est obligé d'avoir une harmonie? Qu'est-ce qui nous oblige d'avoir des législations harmonieuses et semblables d'une commune à l'autre? Peut-être que vous voudrez aller plus loin dans votre question. Moi, il me semble que c'est pas si grave que les législations diffèrent d'une commune à l'autre. Sur le fait que les sectes cachés vont continuer à exister et vont envoyer finalement des agents secrets dans les assemblées tirées au sort en diffusant les idées de la secte dans les assemblées, ça paraît pas problématique parce que les sectes c'est des humains et ils ont des idées et ces idées on va pas leur couper la tête, c'est des humains et ces idées peuvent se reproduire dans l'assemblée tirée au sort. Mais par contre, ils vont plus avoir le moyen
parce que le tirage au sort leur permet pas de savoir qui va être désigné comme représentant, comme chef, comme celui qui écrit, les postes de pouvoir leur seront inaccessibles. Ils pourront discuter dans les assemblées, mais pourquoi ils pourraient pas? Ils peuvent, oui, bien sûr, mais ils pourront plus décider comme ils le font aujourd'hui de qui va être désigné. En tout cas, ça va être plus compliqué pour eux. Il me semble, il me semble que ce sera plus compliqué pour eux. Et puis, sur la violence inévitable, c'est vrai qu'on n'a jamais vu un pouvoir rendre spontanément les clés, ça n'arrivera pas comme ça. Mais je vous rappelle qu'à chaque fois qu'on se révolte, et des révoltes, il y en a tout le temps dans l'histoire des hommes, c'est d'une banalité. Ok, on va avoir des insurrections, on va en vivre d'autres, mais à chaque fois, nous étions à l'issue... On fait preuve de violence pour se débarrasser des tyrans, et à chaque fois... Juste après là, ça y est, ils sont partis, on s'est débarrassé des tyrans, nous nous retrouvons dans une situation où, sur le plan constituant, jusqu'ici, nous avons toujours été incultes. On n'était pas entraînés du tout. On était en train de jouer un match. Allez, maintenant il faut écrire la Constitution. Et on n'a jamais joué, on n'a jamais vu un ballon. On est incapable, on ne s'est pas entraîné. Alors à chaque fois, les professionnels de la politique qui, eux, s'en occupent, prennent la place, écrivent la Constitution, et nous, on leur laisse parce qu'on ne s'est pas entraîné, on n'est pas capable, et on dit, s'ils veulent écrire, qu'ils l'écrivent. Et à chaque fois, les professionnels de la politique instituent leur puissance, et c'est normal, c'est eux qui l'écrivent, et instituent notre impuissance. Donc c'est quand même, vous dites la violence est inévitable. Oui, mais c'est pas le problème. Moi, je suggère qu'on s'entraîne à écrire la Constitution pour que le prochain jour où il y aura une violence, inévitable, vous avez raison, mais on est une bande de gens qui sont entraînés à écrire et qui vont dire « Ah non, attendez, ce coup-là, non, on va pas les lire, l'Assemblée constituante. On va pas les lire, on va la tirer, ou bien on va écrire nous la Constitution. Et c'est pas les professionnels de la politique. Vous serez professionnels de la politique. Enfin, on verra. Mais en tout cas, pour la constituante, vous êtes dehors parce qu'il y a conflit d'intérêts. Mais ça, il faut qu'on le veuille. Donc, il faut qu'on soit entraîné. Donc, violence, oui, mais si on est entraîné pour constituer derrière la violence, ça va changer quelque chose de fondamental, je crois, dans l'histoire des hommes. Moi, je trouve que la contestation est déjà là, dans l'absentéisme électoral, par exemple. C'est des citoyennes qui font la grève, en quelque sorte, qui refusent d'exercer leur droit de vote. Et c'est sans effet. C'est ça. Vraiment, je suis prêt intellectuellement à accepter l'idée de tirer au sort mes législateurs. Mais c'est parce que ça fait 10 ans que j'y réfléchis, que j'ai complètement apprivoisé l'idée du tirage au sort. Ce que je redoute, c'est que la proposition à des gens qui connaissent pas le sujet soit terrifiante. Tu vois, désigner au sort des législateurs, il y a des gens qui vont écrire la loi, on l'a jamais fait dans l'histoire des hommes. Voilà. Alors, il y a un choix stratégique là, parce que moi je suis prêt, mais j'ai l'impression qu'il y a plein de gens qui vont dire il est fou. Je vous conseille sur la planète, les frontières, de lire le petit livre de Régis Debray qui s'appelle Éloge des frontières, qui est un livre que je trouve absolument remarquable. C'est une conférence qu'il a donnée à Tokyo, donc c'est un texte très court et facile à lire, et dans lequel, juste parce qu'il y a 1000 choses à dire de ce bouquin, mais je vais juste m'en servir pour évoquer l'identité planétaire. Debray souligne que nous n'arrivons à faire société, nous autres les humains, que quand il y a un ennemi extérieur. C'est-à-dire que c'est pour nous défendre par rapport à un extérieur hostile que nous arrivons à fraterniser. Et du même coup, en étendant de proche en proche sa quête de fraternisation, il suggère que tant que nous n'arrivons pas à fraterniser au niveau planétaire parce que nous n'avons pas un ennemi et que des extraterrestres hostiles nous amèneraient à fraterniser. Mais moi, je suis pas du tout. Je cherche aussi à fabriquer cette identité. Je la sens, cette identité humaine planétaire. Mais à mon avis, notre problème politique, il est d'instituer des pouvoirs et de nous en protéger. À mon avis, si on prend le problème au niveau planétaire, on met la charrue avant les bœufs. Nous ne sommes même pas foutus de le faire au niveau d'une commune, peut-être même pas d'une famille. Il faut qu'on s'entraîne à un niveau qui nous est palpable, préhensible. Et puis une fois entraîné au niveau communal, on va se fédérer. Et puis une fois habitué à la fédération dans une région, on va se fédérer à niveau... à mon avis, dans l'ordre, c'est plutôt du local vers le mondial. Il me semble que dans l'ordre, c'est plus logique de commencer par le local.
Mais tout à fait, mais je suis d'accord avec vous. Voilà, c'est une question de vitesse. Il y a des enjeux colossaux et urgents. Et donc, qu'est-ce qui va aller le plus vite? Une révolution, ça va très vite, mais on n'est pas vraiment sûr que le résultat va être ce qu'on veut. Et donc voilà, peut-être que effectivement la marche à travers les institutions prend un peu plus de temps, mais avec un résultat plus sûr. Et je suis complètement d'accord avec vous. Il y a moyen de faire plus vite. Il y a moyen de faire avancer les choses et nouer les énergies qui sont déjà là, notamment dans le monde associatif. Nous sommes déjà fort nombreux et je trouve que le groupe est en train de croître de plus en plus. C'est peut-être pour ça que le G1000, voilà, c'est pas encore officiel, mais je peux peut-être le dire déjà maintenant ici. Nous sommes en train de penser de lancer un appel. On a encore 5 semaines avant les élections, d'avoir ou de penser ou de concevoir que la Belgique devrait avoir un ministre ou un secrétaire d'État à la démocratie, à l'innovation démocratique, à la participation. Je dis le G1000, c'est l'organisation que moi j'ai fondée. Mais bien sûr que ce n'est pas quelque chose qui émerge justement de nous. Ce serait fort faisable de créer, ne fût-ce qu'à travers des pages Facebook, d'avoir 10 000 ou 20 000 signatures de gens qui disent voilà, on croit effectivement que c'est une bonne idée. Nous avons la technologie maintenant pour mobiliser des groupes assez importants. C'est une idée, je pense que la chance d'en avoir un ministre pareil est peut-être encore un peu précoce, malheureusement. Pour moi, ça pourrait déjà commencer hier matin. Mais déjà, de lancer cette idée, de nourrir la réflexion là-dessus, parce que maintenant, tous les partis politiques disent oui, c'est une bonne idée, mais bon, après le 25 mai, ils vont faire rien avec. Mais de les obliger à mettre, comme on dit en anglais, à mettre l'argent là où leur bouche se trouve, to put your money where your mouth is, ce serait vraiment une bonne idée de les obliger. Voilà, ils sont tous d'accord. On a une chance, on a 3 élections à la fois maintenant, et puis on va avoir une période sans élections pendant 4-5 ans. Si nous ne faisons rien maintenant, on perd une fois de plus 5 ans. Donc c'est vraiment une opportunité de changer la donne. Et on a toujours eu des secrétaires d'État en fonction de nos besoins. La lutte contre la fraude, la simplification administrative, l'économie durable et tout ça. Et pourquoi pas, maintenant que les enjeux démocratiques sont vraiment à l'ordre du jour, pourquoi pas inventer ou exiger que nous ayons un ministre, un secrétaire d'État à la démocratie? Je vais juste faire allusion à ce que j'ai dit tout à l'heure, parce que j'en ai déjà parlé en fait. Nous n'arrêtons pas de nous insurger. Donc le changement de régime se fera par une insurrection, probablement violente. À mon avis, plus on sera nombreux à vouloir le changement, moins ce sera violent. C'est souvent quand c'est un petit groupe qui veut imposer le changement alors que les autres ne veulent pas, que c'est violent. Bon, de toute façon, il y aura la violence de ceux qui ne veulent pas. Les privilégiés sont capables de semer le chaos. Ils le font dans tous les pays de la Terre aujourd'hui encore. Le chaos est semé par les privilégiés qui ne veulent pas du changement. C'est les contre-révolutionnaires. Donc ça fait des siècles que ça existe. On aura ça dans les pattes. Mais donc, la façon dont ça se passera, je ne peux pas la prédire et c'est pas important. À mon avis, c'est pas ça qui doit nous dissuader de nous entraîner. À mon avis, nous devrions nous entraîner au prochain match sans savoir la date du prochain match ni les conditions, et c'est pas très important de savoir les conditions. Par contre, comme on sait qu'à chaque fois qu'il y a un match et qu'on n'est pas entraîné, on se fait blouser par les pros qui prennent toutes les décisions à notre place, qui instituent leur puissance, ça y est, on a compris. Donc il y a un niveau de conscience qui monte et on se le passe si vite grâce à Internet, qui est nouveau dans l'histoire des hommes. On se le passe si vite avant de se faire massacrer que même s'ils en tuent, il en restera plein qui vont continuer à passer le mot. Il me semble qu'on a une chance historique de faire monter notre niveau d'aptitude constituante. On n'est plus des enfants, on a une aptitude à devenir adulte, c'est-à-dire vouloir devenir citoyen plutôt qu'électeur, qui fait que lors de la prochaine violence, même si on ne sait pas exactement quand ça adviendra, l'après-révolution n'aura rien à voir. Enfin, ce sera la démocratie 1.0. Je pense, si c'est nous qui écrivons les règles. Non, mais c'est pas parce que je peux pas répondre à l'urgence qu'il ne faut pas préparer ce qu'on peut, quoi. Il y a urgence et on peut rien faire. On est impuissant. Ils ont tout verrouillé, tout. L'Union européenne, c'est le verrou fascisme 2.0. Alors là, c'est avec la télé en plus, c'est-à-dire que nous sommes dressés pour dire c'est ça qu'on veut.
alors que c'est le pire du pire. Alors, je veux dire, donc c'est bien verrouillé. Donc c'est urgent, c'est bien verrouillé. Moi, j'ai rien d'autre à proposer que de nous entraîner pour la prochaine violence, pour que la prochaine violence soit pas inutile et qu'on construise.